Bon, c'est super intéressant. Je voulais juste revenir, qu'on parle pour les débutants, Mhm. qu'on revienne aux bases. À la base. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la différence entre une action et une obligation? Oui, bah c'est simple. Parce que- ouais, c'est simple, Alors, ça non, dépend. c'est simple. Non, mais je veux dire, c'est assez simple. Une action, c'est une part sociale. Donc, quand tu es actionnaire, tu es propriétaire de l'entreprise. C'est ça, c'est facile. Ok. Donc, l'action, c'est un énorme gâteau. Et puis, dans ce gâteau-là, il y a plusieurs Une parts. petite part. Chaque part est une action. Et puis, en ayant une part de ce gâteau, tu es propriétaire de la boîte. Tu as une action Nestlé, tu es propriétaire de la boîte, juridiquement parlant. C'est-à-dire que tu as le droit de parler au conseil d'administration, pas au conseil d'administration, à l'Assemblée générale, tu as le droit de donner ton avis. Et plus tu as d'actions, plus tu es gros comme actionnaire, plus tu as ta voix à dire au niveau des décisions d'entreprise. Donc, tu es un propriétaire d'entreprise. Quand tu achètes une action, le but, c'est de l'acheter à un prix bas et de la vendre à un prix haut. C'est assez simple, parce que tu pars du fait qu'une action d'une société qui va bien va évoluer positivement dans le temps, donc prendre de la valeur, donc tu vas gagner de l'argent là-dessus, plus des fois un dividende. Mais ça, c'est annexe, pour ce qui est des actions. Une obligation, c'est une dette. Donc c'est une société qui a besoin de fric pour se financer. Elle va auprès du public disant prêtez-nous de l'argent. Les gens leur prêtent de l'argent. La société rétribue un coupon annualisé. Et puis au bout d'une durée prévue au début, elle rembourse l'obligation à la personne qui l'a prêté. Tu n'as aucun droit à ce qu'on appelle patrimonial, donc tu n'as pas le droit de donner ton avis à l'Assemblée générale. Ok. Tu n'as pas de dividende. Si le titre il fait x25 durant la période où tu as prêté l'argent, T'en tu ne bénéficies gagnes pas. absolument rien sur la performance de la société. Et puis tu reçois ton coupon et ton cash à la fin, si tout va bien. Parce que, Parce que si tout, en cas de tout va faillite, mal. la différence principale en cas de faillite, justement, c'est là où on arrive, parce que là, c'est quand tout va bien. Mais en cas de faillite, le créancier obligataire, donc la personne qui a prêté de l'argent à la société, elle se retrouve avec une dette via la société, mais elle fait partie des gens qui sont remboursés en premier dans le démontage de la société. Donc ça D'accord. peut être un avantage. L'actionnaire, c'est un propriétaire. Donc tu es le dernier à toucher quoi que ce soit. Donc en gros, si la boîte fait faillite, terminé. Ok, d'accord. Ah ouais, ok. Donc c'est les deux grands trucs. Ok, Après, la manière d'investir dedans, bah, c'est deux courants différents. ok. L'action, c'est que toi, tu espères gagner beaucoup d'argent, parce que pour pas se cacher, c'est pas de la spéculation, mais le but, c'est de voir monter l'action très très haut. Et l'obligation, c'est juste d'avoir un capital garanti, plus ou moins garanti, avec un revenu récurrent qui s'appelle le coupon. Et pour un monsieur tout le monde, tu conseillerais de se lancer dans des obligations? Parce que la plupart des gens connaissent beaucoup plus les actions. Bah, pour Les un monsieur- ETF qui sont un peu, enfin qui Sur une ressortent de plus en, diversification. ouais, Mhm. enfin un moyen de se diversifier. Mais les obligations, est-ce que tu les conseilles? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse oui ou non. En fait, d'abord, quand tu dois faire du conseil en investissement, quand tu expliques aux gens ce qu'ils doivent investir, déjà, il faut connaître les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils veulent investir, qu'est-ce que cet argent représente pour eux, est-ce que c'est de l'argent qu'ils ont gagné, est-ce que c'est de l'argent qu'ils ont reçu, est-ce qu'ils en ont besoin pour vivre, est-ce qu'ils n'en ont pas besoin, il faut que ça demande plein de choses. Après, en fait, la structure globale de toute l'histoire, c'est que tu dois structurer ton portefeuille en fonction du risque que tu es prêt à accepter. Quelqu'un qui dit, moi j'ai 10 000 francs, je veux prendre des risques parce que je veux gagner beaucoup d'argent dans les 10 prochaines années, mais j'ai pas besoin de cet argent, si je le perds, c'est pas grave, eh bien, cette personne-là, eh bien, elle va aller sur des actions plus risquées. La personne qui dit, moi j'ai reçu 10 000 francs de mes parents qui sont décédés, je veux les garder pour ma retraite, tu prends des obligations. Ça, c'est des gros schémas. Après, tu peux mélanger les deux. Ok. Une partie action, une partie obligation. Tu diminues ton risque. Plus tu augmentes ta part action, plus tu prends de risque. Plus tu augmentes ta part obligation, moins tu prends de risque. En gros, c'est avec ça qu'on nous, on joue dans les portefeuilles des clients en se disant en fonction de l'appétit au risque. Mais pour répondre à ta question, monsieur tout le monde, ça n'existe pas. Ouais, non, mais je parlais plutôt de quelqu'un qui veut investir chaque mois une partie de son salaire, Alors, une petite partie de son salaire pour Action. son épargne. Action. quelqu'un qui dit, moi, je fais... Alors aujourd'hui, on a une stratégie qui s'appelle DCA, en fait, je ne sais jamais comment ça s'appelle, mais c'est en gros, tu achètes la même action tous les mois pour un petit montant. Puis tu regardes même pas ce qui se passe. Par exemple, c'est le cas de Warren Buffett, c'est un truc qu'il a toujours fait sur Coca-Cola, par exemple. Si tu achètes du Coca-Cola tous les mois pour 100 balles, t'économises. Puis le jour où tu veux mettre 200 balles, tu mets 200 balles. Quand tu lis ça sur plusieurs années, la performance, non seulement du titre qui n'est pas extraordinaire en tant que tel, mais plus les intérêts, des dividendes qui sont payés, tout ça remis ensemble, ça donne une très très belle performance. Par contre, il y a quand même un risque parce que ça reste une action. Tu achètes une action Coca, une action Nestlé, le risque de voir cette société partir en faillite, il est quand même tout petit. Par contre, quand tu vas acheter des boîtes beaucoup plus
spéculatives, ce qu'on appelle des boîtes de croissance. Donc, dans toutes les boîtes de tech qui sont développées ces dernières années, on a vu 2-3 histoires où ça a fait dans tous les sens. Donc, c'est un peu différent. Mais de nouveau, c'est une action. Moi, je viens du monde des actions. Donc, j'ai jamais acheté une obligation de ma vie. Pour moi, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas mettre 10 balles dedans. Ça sort de mon concept. Mais pour expliquer, c'est un truc si tu as 10 millions qui tombent demain, tu achètes une obligation qui te rapporte un coupon de 5%, ça va toucher 5% par année sur 10 millions. C'est pas mal. Si la boîte en question est stable. Tu prends une action, tu as un potentiel d'investissement beaucoup plus élevé, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sexy, entre guillemets. Et je pense que si tu lises sur les années, il y a beaucoup plus à gagner en allant sur les actions. Par contre, de nouveau, ça revient au début de l'histoire, c'est quel type de personne tu es. Parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer quand tu as un portefeuille d'actions qui représente, je sais pas, 25, 30 000, 50 000 francs, peu importe, et quand tout d'un coup, il y a une mauvaise phase de marché et que ton portefeuille perd 35% en 2 semaines, il y en a qui le vivent plus ou moins bien. Oui, ok. Ça fait toujours bizarre. Et du coup, pour contrer ce risque, quand on prend une action, quand on achète une action, on n'est pas du tout diversifié, on dépend d'un seul titre. Mm-hmm. Il existe les ETF. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer en gros qu'est-ce qu'un ETF ? En fait, à la base, l'idée de l'ETF, c'est simplement, en fait, dans le système financier, on a des indices. Le Dow Jones, le S&P 500, le CAC 40, le DAX, le SMI. Tous les grands indices. Dans ces indices, ils sont composés d'actions. À l'intérieur, il y a une pondération. Donc, il y a une pondération d'actions. On va dire, par exemple, en Suisse, je sais pas, si tu prends Nestlé, Novartis et Roche, ça représente déjà 35% de l'indice. Puis après, les autres, c'est des secondaires derrière. Mais l'indice, si tu veux acheter chaque position en proportion de l'indice, tu vas devoir acheter, je sais pas, deux bons Roche, une Novartis, une Nestlé, une demi-UBS, enfin bref. Donc, c'est pas possible. Donc, ils ont créé l'ETF, qui est en fait la réplique de tout l'indice, qui te permet d'acheter un ETF, tu rachètes un indice suisse, donc tu peux mettre 100 balles, 200 balles, 300 balles, 1000 balles, et tu as l'ensemble du marché. Donc tu es diversifié. À l'intérieur du marché suisse, tu auras 20 titres. Si tu prends un ETF sur le SMI, par exemple, si tu prends un ETF sur le S&P 500 aux États-Unis, tu as 500 titres à l'intérieur. Donc tu auras une diversification assez globale, et tu auras la réplique du S&P 500. Avec le temps, ils ont développé la gamme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas trouver des ETF sur des indices biotechnologiques, sur des indices semi-conducteurs, sur des indices métaverses, en fait, tout ce que tu veux. Donc, c'est des indices qui sont thèmes, créés. Voilà, sur des thématiques. Des thèmes. Donc, tu crées un indice parce que tu choisis les boîtes. Voiture électrique, bon, je mets de la Tesla, je mets de la Volkswagen, je mets de la BMW. Tu crées un indice fictif que tu appelles le Morning Bull Index et tu fais un ETF dessus. Tu répliques. Donc, le gars, en achetant un Morning Bull ETF, il va jouer cette thématique. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, pour quelqu'un qui veut se diversifier. Absolument. Et qui ne veut pas trop connaître une action, enfin s'intéresser à une action précisément. Pour quelqu'un qui veut faire... c'est la facilité, quoi. C'est beaucoup plus simple. Alors, il faut savoir qu'il y a des frais à l'intérieur. C'est-à-dire que tu payes un frais pour le gérant de l'ETF qui s'occupe d'acheter. Qui sont relativement faibles, mais c'est 0,5%, qui lui manage en fait le fonds, parce que ça reste un fonds quelque part. Mais ça te permet de te diversifier. Donc, si demain tu te dis, voilà, moi j'ai un petit capital, je veux investir sur le marché américain, tu achètes un ETF S&P 500, c'est beaucoup plus simple. Si derrière tu dis, j'ai encore un peu plus d'argent, j'aimerais prendre un peu de S&P, mais je suis très chaud sur la biotechnologie pour des raisons qui sont peut-être personnelles ou n'importe, parce que tu connais le secteur, tu peux acheter un ETF sur le NBX, qui est l'index Neurobioscience, et tu peux acheter un ETF sur la biotech. Mais tu te diversifies. Parce que typiquement, sur la biotech, si tu achètes une biotech, ça c'est du suicide, quoi. Parce que une chance sur deux que ça fasse x2 ou divisé par 10, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si on croit en l'intelligence artificielle, on prend un ETF à intelligence artificielle et il y a tous les différents concurrents dans le même ETF. Absolument. Donc, et du coup, on lisse énormément le risque. Tu lisses ton risque, tu lisses aussi ta performance, parce qu'évidemment, si tu prends le thème de l'intelligence artificielle, quand c'est venu à la mode il y a 5-6 ans en arrière, c'était très jeune comme développement. À l'intérieur, tu avais beaucoup de boîtes qui avaient des départements d'intelligence artificielle. Par exemple, Siemens était dans les indices d'intelligence artificielle. Mais Siemens, ils font des trains aussi. Donc, ils ne gagnaient pas leur vie à cause de l'intelligence artificielle. Donc, par contre, ils étaient dans les indices intelligence artificielle. Mais à côté, tu avais des boîtes comme Nvidia qui étaient là. On disait, mais pourquoi ils sont dedans ? Parce que eux, leur semi-conducteur permettait l'interface entre le hardware et le software et qu'ils puissent se parler. Et donc, du coup, Nvidia est une de ceux qui a beaucoup profité. Mais si tu avais acheté Nvidia, tu faisais x6. Si tu as acheté l'ETF, tu as fait peut-être x3 ou x2. Ce qui est pas mal non plus, mais je veux dire, voilà, il y a des choses côté. Mais de nouveau, c'est une question d'équilibre de risque. En fait, la finance, c'est ça, c'est gérer ton risque.
t'es exposé à quelque chose en te disant est-ce qu'aujourd'hui, en achetant ça, je prends des gros risques, ou des fois tu prends des paris. C'est juste parce que tu as reçu 5000 balles, tu n'en as pas besoin, tu dis moi je crois à fond là-dedans, bam, j'essaye et puis goal. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça reste une espèce de gros casino si je schématise très très loin. J'aime pas utiliser ce terme, mais c'est vrai qu'il y a un aspect roulette russe où des fois tu achètes des trucs. On entend beaucoup de rumeurs dans le marché quand on est dans ce milieu-là. Ouais, il faut acheter ça parce qu'il va se passer un truc. Ça marche rarement, mais je veux dire, des fois, tu es tenté de le faire. Juste parce que tu dis, si je le fais pas, puis ça fait fois 1000, je vais m'en vouloir. Quoi. Donc, des fois, je crois qu'on préfère perdre que rater truc carrément. Fou, quoi. Et moi, je voulais savoir un peu ton avis sur la situation actuelle économique et financière. Après le Covid, on a eu une hausse de quasiment tous les indices, en particulier le S&P 500, le Dow Jones, qui sont montés énormément. Mm-hmm. Mais là, on va dire que ça fait à peu près un an qu'on est en baisse ou en légère, à peu près stable, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la situation actuelle, en plus avec la Chine maintenant, où il y a un début de révolution, peut-être pas révolution, mais les gens protestent énormément contre le président. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle, la hausse de l'inflation? Alors, tu sais, bon, moi, mon surnom, c'est Morning Bull. Donc, dans la finance, le bull, comme il y a sur ton sweatshirt, c'est le symbole du marché qui monte. Fondamentalement, depuis que je fais ce métier-là, je suis bullish. Je suis optimiste et je pense que les marchés ils vont monter. Et je pense fondamentalement que si tu me dis qu'est-ce que tu penses dans 10 ans, à moins qu'ils se finissent à l'arme nucléaire durant les 6 prochains mois, je pense qu'on sera beaucoup plus haut dans 10 ans. Mais entre deux, la problématique qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même assez particulier. D'abord, on est en train de payer les conséquences de ce qu'on a vécu durant la phase Covid. Durant la phase Covid, on a eu un effondrement parce que panique, parce que peur, parce que les gens vont tous mourir. Ok, voilà. En mars 2000, le marché s'effondre. En mars 2020, le marché s'effondre. On se dit on va jamais se relever. Alors, pour la petite histoire, et je fais une parenthèse, depuis que je fais ce métier, je me suis dit plusieurs fois dans ma carrière on va jamais se relever, mais on se relève toujours. Déjà, c'est la première chose. Mais pas aussi vite. Je pensais pas que ça remonterait aussi vite. On rebondit très vite. Les gouvernements déclenchent la stratégie du helicopter money, entre guillemets, je te donne $10 000, vas-y, amuse-toi. On a quand même vécu un truc hallucinant, c'est qu'aux États-Unis, ils leur ont filé du cash, quoi. Je veux dire, c'est juste. Ils ont imprimé à gogo. Imprimé, mais ils ont donné du cash. Enfin, moi, j'ai rarement vu les impôts à Genève me dire attendez, prenez ça. Jamais, ça n'existe pas. Mais aux États-Unis, c'est arrivé. Donc, tu as toute cette. D'abord, on a donné de l'argent. Ensuite, on a mis les taux à zéro, ce qui veut dire que l'argent était gratuit. Donc, tu as emprunté de l'argent. Bonjour, j'aimerais 1 million. Ok, allez-y, combien? C'est cadeau. Donc, tu as des gars qui ont acheté des maisons, qui ont acheté des voitures, qui ont consommé avec des taux à zéro, ce qui est génial. Regarde ce qui s'est passé sur les taux hypothécaires américains depuis 6 mois. Au début de l'année, les taux américains à 30 ans étaient à 2,30. Aujourd'hui, ils sont à 7. Okay. Donc, quand tu achètes une baraque à 1 million avec une hypothèque, avec des taux à 2,30 ou à 7, de tête, ça fait 3 fois le prix quand même, ce que tu payes chaque année. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Donc, ça, c'est déjà un frein à l'économie. Mais en dehors de ça, eh bien, on a injecté artificiellement de l'argent, donné du soutien à toutes les entreprises. Les entreprises qui avaient besoin de pognon, Apple, ils ont emprunté des milliards à 0,5. Rien à foutre. Les mecs, ils font des montagnes de cash tous les jours. Donc, on a créé une espèce de monstre qui s'appelle l'inflation. Et ce monstre inflation est arrivé à pointer le bout de son nez en novembre l'année dernière en disant « Oui, j'arrive ». Et puis là, on a eu cette fameuse phrase mythique « L'inflation est transitoire et sous contrôle ». Ça, c'était la Fed qui a dit ça. On maîtrise le sujet. En fait, pas vraiment. Donc, elle n'était ni transitoire, ni sous contrôle. Après, il faut encore déterminer le mot transitoire. Peut-être transitoire, c'est 10 ans, je ne sais pas, mais... Ça, on ne sait pas. Sous contrôle, pas du tout. Donc, elle a explosé. Elle est montée jusqu'à 8, 9, 9,5 aux États-Unis. 11 ou 12 même en Allemagne et en Angleterre aujourd'hui. Et donc, le seul moyen de baisser l'inflation, de ralentir l'inflation, c'est de ralentir l'économie. Pour ralentir l'économie, il faut remonter les taux. Donc, quand tu es à zéro, c'est vite fait. C'est boum d'un demi, un 3/4, et puis ça remonte très vite. Ce qu'ont fait les Américains. Et aujourd'hui, on ralentit l'économie. Le problème, c'est qu'il y a une inertie. C'est exactement comme un bateau de croisière. Un bateau de croisière, quand il rentre dans un port, si tu ne le freines pas à 4 km avant, il rentre dans le port, virtuellement. Il traverse la ville à côté et va de l'autre côté. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est monter les taux rapidement. Mais quand tu montes les taux rapidement, tu freines l'économie. Et si tu freines l'économie, tu l'amènes en récession. Et en récession, c'est un truc qu'on n'aime pas non plus. On n'aime pas l'inflation, on n'aime pas la récession non plus. Qu'est-ce que c'est la récession ? La récession, c'est quand tout d'un coup, il n'y a plus de croissance. Et puis que l'économie ralentit, et donc du coup, tu gagnes de moins en moins, il y a des licenciements, il y a un ralentissement de l'économie, les gens consomment moins, les sociétés gagnent moins d'argent, les marchés baissent, et puis...
Donc en fait, c'est une spirale. Quand tu montes les taux, tu dois y aller en gros délicatement pour essayer de dire je vais ralentir l'économie et avant qu'elle tombe en récession, hop, j'arrête de monter les taux, voire je les rebaisse un petit coup. C'est du fine tuning. Mais là, il y a urgence. Donc ils ont dû agir très vite. Et là, inévitablement, la logique voudrait qu'on a été trop vite et que là, quand tu regardes les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis qui ont commencé à baisser, tout le monde dit ouais, c'est super, ça a baissé, mais c'est certaines parties qu'on commence à baisser. En l'occurrence, c'est l'assurance maladie qui a fait baisser l'inflation aux États-Unis. Mais par contre, la bouffe, elle est toujours au même niveau. Le pétrole est toujours au même niveau. Le coût de l'essence, toujours au même niveau. Les loyers, ils sont partis au ciel à cause de l'augmentation des taux hypothécaires. Donc c'est pas aussi simple que ça pour l'instant. Parce que c'est bien joli de te dire s'il n'y a pas d'inflation, parce qu'elle est cachée, mais il y a d'autres trucs. Quand tu vois qu'aux États-Unis, les œufs ont triplé. Non, ils ont fait, 60% en une année. Le prix de l'œuf. Ah, tu me dis, on s'en fout. Mais comme eux, ils en mangent 4 kilos tous les matins, bah forcément, il y a un coût. Le bacon, c'est pareil, ça a explosé littéralement. Le café, il a pris 60%. Bah, on s'en fout, c'est pas grave, c'est une dose de café tous les matins. Oui, mais multiplié par le nombre de doses de café, moi j'en suis à 15 le matin, c'est la différence. Donc, tu as tout cet impact qu'on ne se rend pas vraiment compte. Et en fait, aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'on va aller en récession ? Première chose. Deuxièmement, si on va en récession, est-ce que ce sera une gentille récession ? Ou ce sera une méchante récession. Voilà. En gros, on ne sait pas ce que c'est une gentille ou une méchante, mais si on a une gentille, c'est manageable. Bon, ça, on peut gérer le truc. Si c'est une méchante, ça peut être une méchante du type des années 30. Alors, les plus pessimistes, ils disent c'est les années 30, donc c'est 4 ans, 5 ans de merde totale, enfin, l'effondrement du système, les gens à la rue et compagnie. Mais ça, c'est... On aime bien se faire peur, hein, donc ça fait aussi partie, on aime bien dire « Ah, ça va être horrible ». Moi, j'exagère toujours, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, on va tous mourir ». Ouais, on va tous mourir. Parce que je dis toujours, si on va sur ce genre de scénario-là, autant dire, ok, moi j'arrête tout, je cultive mes pommes de terre et puis j'attends que ça passe. Mais aujourd'hui, on a un risque non négligeable de récession. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est le côté macroéconomique. Mais après, si on va chercher plus loin, on est dans une situation... Alors, parce qu'on s'est fait un flip total au début de l'année à cause de la guerre en Ukraine. On s'est dit, oui, l'Ukraine, après la Pologne, après, il va venir jusqu'à Berlin. Et puis, on est reparti, on a commencé à faire des parallèles avec la guerre 39-45. Alors, c'est pas du tout le sujet, mais bon, on s'est fait peur. Tout le monde a dit ralentissement. Alors, on a appris tous ce jour-là que tout provenait d'Ukraine. On est au courant quand même aujourd'hui que absolument tout vient d'Ukraine. Je sais pas, en tout cas, moi, j'ai eu des trucs, j'ai eu des exemples. J'ai acheté une voiture cette année, j'ai appris que tout venait là-bas. Je sais pas, voilà. Pourtant, c'est pas une voiture ukrainienne, c'est une voiture allemande, mais je veux dire, peu importe. Donc, tu as toujours ce micmac. Donc, mais malgré tout, ça crée une instabilité. On voit que Poutine, il n'est pas à l'aise, donc on ne sait pas comment il va réagir, de quelle manière ils vont réagir. Les gars, ils se tirent quand même au missile à côté des centrales nucléaires, on ne sait pas comment ça va finir. À côté de ça, on a une instabilité grimpante en Chine, parce que les gars sont au tôle depuis 3 ans à cause du Covid, puis que là, visiblement, depuis ce week-end, ils ont décidé, bon, 3 ans, ça va, c'est bon, on veut sortir aussi. Donc il y a une instabilité qui monte en Chine, le gouvernement qui doit aller calmer, mais pas trop violemment, parce que sinon ça va se voir, et puis il faut gérer ça entre deux. Plus le fait que les Chinois, ils se sont dit, vu que les Américains n'ont pas trop réagi à la guerre en Ukraine, peut-être qu'on peut se faire Taïwan au passage. Et là, il y a les Américains qui te disent, oui, mais s'ils viennent à Taïwan, nous on y va. Et là tu dis, bon, ok, alors là, c'est autre chose. Mais ça, cette espèce d'angoisse géopolitique qu'on peut avoir raisonnablement, on sent quand même qu'il y a des tensions sociales un peu partout. Tu regardes en France comment ça se passe, il y a des tensions. En Allemagne, il paraît que c'est le bordel. Enfin, les gens sont sur les nerfs, ils en ont marre. On leur dit « Ah, on ne sait pas si pourrait avoir du chauffage cet hiver. » On t'en met encore une couche. Après, on te dit « Bon, on monte le prix de l'essence parce que le pétrole, il monte à 125. » Alors, tu comprends. Puis après, le pétrole, il redescend à 70, mais le prix de l'essence, il est toujours à 2,20. Tu te dis « Où c'est que j'ai raté le truc, là ?» Parce que quand ça monte, le prix de l'essence, il monte. Et quand ça baisse, il baisse pas. Donc, tu as beaucoup de choses qui sont amalgamées ensemble, puis on se dit, oui, mais de toute façon, les gens, ils vont jamais rien dire. En l'occurrence, on dit, les Chinois, ils vont jamais rien dire. Sauf que là, ils sont dans la rue. Donc, à partir de quel moment il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'en ai marre, je descends dans la rue aussi, on sait pas. Donc, moi, ce que je trouve un peu touchy aujourd'hui, là, maintenant, à l'heure où on se parle, fin novembre, début décembre 2022, j'ai l'impression qu'on est quand même en train de cacher ou de pas vouloir voir d'autres problèmes potentiels. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire parce que potentiellement la Chine va envahir Taïwan. Mais il y a des potentiels risques qui sont présents et on ne sait pas vraiment comment ça va se dérouler. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, l'autre jour, j'ai écrit un rapport mensuel où j'ai listé tous les problèmes qu'on avait. Chaîne d'approvisionnement, rupture de la chaîne de semi-conducteurs, les bateaux qui avaient augmenté de prix au niveau des cargos, le manque de bateaux, etc., etc. Et quand tu mets tout ça bout à bout,
Puis nous, on a en train de se dire, oui, l'inflation, les taux. Tu dis, mais il y a d'autres trucs, t'as vu, à côté. À côté de ça, on te dit, les ralentissements des résultats des sociétés aux États-Unis, c'est chute libre, on l'a vu la dernière fois. Les mecs, ils sont en train de licencier à coût de 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Apple engage plus. Microsoft, ils ont viré 10 000 personnes. Amazon, je crois qu'ils sont à 25 000. Hewlett-Packard, ils sont à 6 000. Google, ils ont commencé à virer aussi. C'est tout récent, ça, non? Ouais, c'est il y a 2 semaines, 3 semaines. Mais aux États-Unis, c'est pas que tu as un package puis il vient dans 6 mois, c'est maintenant. Tu sors. Donc, il y a tout ce processus qui est en train de se mettre en place où on ne sait pas où c'est que ça va aller. Mais moi, je ne suis pas mathématicien, mais quand je le dis, en l'espace de 1 mois, je vois que les mecs, en faisant un calcul rapide, ils ont viré 100 000 personnes dans la Silicon Valley, dans la région ouest américaine. 100 000 personnes, loin, depuis le 1er novembre. Hein. Donc, à la fin du mois, quand ils vont publier les chiffres de l'emploi, je serais quand même surpris que les chiffres soient dithyrambiques parce que les mecs ont engagé 30 000 nouveaux jobs. C'est pas possible. Donc on est quand même dans une phase de ralentissement et on a vraiment de la peine à mesurer ce qui va se passer. Alors on est entouré d'experts. Alors ça, on en a plein. Ça, c'est le truc magnifique dans la finance, c'est qu'on a des stars de la finance, des gourous, comme je les appelle, qui viennent régulièrement te dire « Ouais, le marché, il va là-bas. Ouais, non, il va là-bas. » C'est les mêmes qui ont vu que le marché il allait prendre 20% au début de l'année 2022. On est à moins 25%. Donc, tu dis « Ok, moi aussi, je peux dire n'importe quoi. » De toute façon, on aura oublié ce que tu as dit au mois de janvier. Moi, chaque année, je fais un outlook avec Swissquote. L'année passée, quand j'écoute ce que j'ai dit, je me dis « Mais j'ai honte. » Mais personne ne se souvient de ce que j'ai dit. Donc, ça tombe très bien. Mais sur la réflexion, aujourd'hui, il y a un risque non négligeable de contamination de plein de soucis. Et je ne parle même pas du côté réchauffement climatique, parce que ça, c'est encore une autre discussion, qui fait que potentiellement, on est dans un risque quand même relativement élevé et que j'aurais de la peine à prendre tous les risques possibles et imaginables sur le marché. Donc aujourd'hui... Donc cette fois-ci, tu serais un peu plus pessimiste pour l'année 2023. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis très analyse technique et je suis très psychologie des marchés. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et c'est ce que je fais tous les matins, j'essaie d'analyser un petit peu la psychologie des gens, de mettre les news ensemble pour voir un peu où ça nous mène, pour essayer de voir s'il y a vraiment un truc à déterminer. Et je me rends compte aujourd'hui qu'on est dans une phase... Il y a un cycle boursier, peut-être vous l'avez déjà vu, il y a un graphique qui existe sur Internet où ça explique comment le marché se comporte, comment les gens se comportent. Tu vois, euphorie, machin, et à chaque fois, il dit, c'est bon, je suis le meilleur. Puis après, ça va, moi j'attends, je vais moyenner. Boum, non, c'est fini. Et à un moment donné, à la fin, on termine par une capitulation et une espèce de désespoir. Et cette phase de capitulation, on l'a pas eue pour l'instant. Et on n'a surtout pas eu de désespoir. Ce qui m'a impressionné jusqu'à maintenant sur tout ce qu'on a vécu cette année, il y a tout le temps les gens qui sont revenus dire ouais, c'est bon, mais un jour ça remontera. Il y a toujours de l'espoir, ouais. Ouais, mais avant c'était pas comme ça. La dernière fois qu'on a eu une claque dans la crise des subprimes 2007-2008, je peux te dire c'était pas comme ça. Moi j'ai des clients qui m'appelaient le lendemain de la faillite de Lehman Brothers. Vends-moi tout, plus jamais je veux faire de la bourse. Les mecs c'était terminé. C'est fini, je veux plus entendre. Les mecs ils vendaient tout ce qu'ils avaient, loin. Et puis tu dis, oui, mais attends, je veux dire, tu compares pas Lehman Brothers avec de la Nestlé. Non, je m'en fous, je veux plus jamais faire de bourse, c'est de la merde, c'est nul. Ça, c'est de la capitulation et du désespoir. Ça, on n'a pas encore vu. On l'a pas encore vu parce que tous les gens se disent, oui, j'ai lu dans un bouquin que sur le long terme, on finit toujours par gagner. C'est vrai. Si tu achètes des boîtes qui sont là aujourd'hui, qui seront là dans 30 ans, probablement que tu vas gagner. Mais si tu achètes une daube aujourd'hui, ce sera une daube demain, et donc c'est pas forcément que tu vas gagner de l'argent. On l'a vécu dans la bulle Internet en l'an 2000, et donc il y a toute cette phase-là. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas céder, jusqu'à un moment où ils céderont, où on les fera céder, et pour moi, à ce moment-là, peut-être que le marché repartira. Donc si je devais faire une prédiction à 3-6 mois, pour moi, j'aimerais que les marchés rebaissent de 10-15% pour aller chercher une vague de panique sur les marchés. Et à partir de là, on aura nettoyé le marché et on pourra se reconstruire. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais c'est un peu comme si tu construis un château sur des vraies fondations ou si tu les mets sur du sable. Et puis là, si on bricole un truc aujourd'hui, et là on est en train de bricoler un rebond qui n'existe pas, à mon sens, le truc c'est que le prochain, on va remonter encore 5, 7, 8, 10%, puis là on va se rendre compte qu'il n'y a rien en dessous, et là on va se refaire nettoyer. Ouais. Donc quelque part, je préfère reconstruire sur un truc un peu plus solide. Ok, voilà. Ouais, je comprends, c'est intéressant. C'est du déjà vu, hein, mais c'est vrai qu'il y a des trucs aujourd'hui où je me dis... Après, les taux d'inflation à ce niveau-là, c'est du jamais vu, non ?
Non, Ou, on ça l'a a déjà déjà vu dans les existé. années il y a 40 ans. Ah oui, il y a Alors, 40 moi, ans. je l'ai jamais ok. vu professionnellement parce que c'était Ok. dans les années Ah d'accord. 80. Ah, moi je croyais que c'était vraiment la première Non. fois que les taux Non, d'inflation c'est... montaient si haut. Alors en Angleterre, on est au plus haut depuis 44 ans, je crois. Ok, d'accord. Aux c'est États-Unis, le on est budget, au plus haut ok. depuis 41 ans. Mais on a été un peu plus haut, je crois qu'on était jusqu'à 13 ou 18% d'inflation aux États-Unis même. Et là, ils ont dû réagir en augmentant massivement les taux, mais ils ont mis le marché dans un état, le marché, l'économie dans un état pathétique pendant plusieurs années. C'était pendant la crise pétrolière, je crois, justement dans les années 70, 75. Mais là, j'ai pas vécu en vrai, donc je veux pas trop m'avancer là-dedans. Mais le taux d'inflation est très haut, très fort, et il y a un impact clairement derrière. Mais ce qui est assez fou, c'est l'exemple, et c'est là où je dis qu'il n'y a pas eu de capitulation, c'est qu'il y a 2 semaines, on annonce le taux d'inflation aux États-Unis. On attend 7,9. L'ancien était à 8,1 pour le mois dernier, 8,1% annualisé en glissant. On attend 7,9, donc une baisse de 0,2% d'inflation. Il faut quand même savoir qu'on était à 2 il y a 8 mois en arrière, hein, donc c'est pas non plus waouh. Et ça sort à 7,7. Alors là, Ok. tu dis, oh, c'est génial. Les gens, tu as l'impression que c'est bon, on leur a donné de l'argent gratuit. Et le marché, sur ce jour-là, il prend 9%. Aurait du 8 ou 9% dans la journée. C'est incroyable. Et tu dis, excusez-moi, j'ai une question au fond de la salle. C'est quoi la logique là-dedans? Ah non, parce que tu comprends, la Fed, après un jour, ils vont baisser les taux. Oui, la Fed, ils vont baisser les taux. La question, ils ne vont pas les baisser la semaine prochaine. Ils vont baisser les taux probablement quelque part en 2024, dans le meilleur des cas. Mais les mecs sont déjà en train de se dire, ouais, c'est génial. Le marché prend 8%. Donc ça veut dire, 1, que tu as beaucoup de shorts. Ça veut dire, 2, que tu as énormément de systèmes algorithmiques qui traitent n'importe comment, et puis qu'il y a ceci, 1 plus 1 égale 2, ils y vont, vas-y. Comme ils font tous le même calcul, ils mettent encore de l'ascenseur derrière. Et ça pète. C'est pas une vraie réflexion d'investisseur qui dit, moi, j'achète parce que je crois qu'avec une espèce de un costard-cravate posé dans un siège avec une vraie réflexion. C'est pas de la réflexion, c'est du trading. Et donc, pour moi, c'est pas suffisamment valable pour me dire, OK, on a fait le pire. Là, je pense que les gens, ils ont encore trop confiance. Peut-être on parlera encore des crypto-monnaies, mais quand je vois ce qui s'est passé sur les cryptos et quand je vois comment les gens ils tiennent aujourd'hui, je suis sidéré, quoi.